Bonsoir à tous. Nous recevons donc ce soir Paulin Ismard et Cécile Vidal qui viennent nous présenter et nous parler de leur ouvrage collectif qu'ils ont dirigé, Les mondes de l'esclavage, paru chez Seuil. Paulin Ismard donc a dirigé l'ouvrage, il est historien, professeur à l'université d'Aix-Marseille, spécialiste d'histoire sociale et politique de la Grèce ancienne. Il a notamment publié aux éditions du Seuil La démocratie contre les experts, les esclaves publics en Grèce ancienne et La cité et ses esclaves, institutions, fiction, expérience. Cécile Vidal est également historienne, elle est directrice d'études à l'EHESS, spécialiste de l'histoire des mondes atlantiques et des sociétés esclavagistes des Amériques des XVIIIe et XIXe siècles. Elle a publié par ailleurs une histoire sociale du monde, du Nouveau Monde paru aux éditions de l'EHESS et une histoire de l'Amérique française paru chez Flammarion. Cette séance du festival Cité Philo 2021 se situe dans les murs de la faculté de droit Alexis de Tocqueville et a été rendue donc possible à Douai grâce à l'engagement successif sur le long terme des doyens Tanguy Le Maradour et Fanny Vasseur, et grâce également à l'opiniâtreté d'Hélène Dufulé, maître de conférence en histoire du droit. L'ouvrage de ce soir est un ouvrage considérable, avec un titre et un sous-titre, tous les deux extrêmement signifiants. Les mondes de l'esclavage, une histoire comparée. Le titre Les mondes de l'esclavage renvoie à l'idée d'une pluralité d'espace-temps et de situations. Le sous-titre Une histoire comparée renvoie à un important parti pris méthodologique et à l'affirmation d'une histoire discontinue et à l'absence d'un modèle unique du phénomène de l'esclavage. Ce travail collectif s'est déroulé sur une période d'environ 5 ans, a mis en lien une cinquantaine de chercheurs internationaux, des historiens, des sociologues, des anthropologues, des juristes, travaillant dans les centres de recherche répartis sur les 5 continents. Et ce travail collectif a débouché donc sur cet ouvrage de près de 1200 pages. On peut essayer de synthétiser, chose qui n'est pas facile, je dirais 5 apports principaux de cet ouvrage collectif. Un premier apport, c'est d'abord une prise de conscience. L'histoire mondiale et le processus de globalisation se sont faits en partie avec et par l'esclavage, qui est une dimension structurante de ceci, notamment depuis l'invention, entre guillemets, des sociétés esclavagistes, concept sur lequel nous reviendrons. Deuxième apport, le monde d'aujourd'hui résulte en partie de cette histoire et en porte encore les stigmates. Troisième apport, le rôle central dans le processus esclavagiste du continent africain, et notamment de l'Afrique subsaharienne, qui a connu à lui seul donc 6 siècles d'esclavage. Quatrième apport, la prise de conscience tardive et un peu vertigineuse que nous sommes tous descendants d'esclaves et ou d'esclavagistes. Cette formulation, bien sûr, sera reprise et analysée ce soir. Et cinquième apport, un pari, le détour rigoureux par la connaissance historique et anthropologique de l'esclavage offre à la fois aujourd'hui un pouvoir d'émancipation pour des populations essaimées dans le monde entier, issues donc de l'esclavage, et des ressources par ailleurs pour tracer des futurs possibles. En France, par exemple, avec depuis la loi Taubira de 2001, donc ceci est une manifestation de ce futur possible. Une répartition des tâches complexes s'est opérée donc, lors de la fabrique de cet ouvrage collectif. Paulin Ismard en a assuré la direction. La coordination de l'ouvrage est assurée par Cécile Vidal, mais également par Benedetta Rossi, qui est historienne, anthropologue, professeure à l'University College de Londres et spécialiste de l'histoire de l'esclavage et de l'abolition en Afrique au XIXe et XXe siècle. Un gros chapitre conclusif a été écrit par Orlando Patterson, qui est sociologue et historien, professeur à l'université d'Harvard et spécialiste de l'histoire comparée des sociétés esclavagistes. Et donc à la fin de l'ouvrage, un épilogue, sous forme d'épilogue, un texte remarquable, a été écrit par l'écrivaine Leonora Miano, qui a notamment publié récemment Afropéa,
Utopie post-occidentale et post-raciste, paru chez Grasset en 2020. La structure de la séance ce soir se déroulera en 3 temps, et 3 temps qui suivront en fait les articulations logiques de cet ouvrage de 1200 pages. Un premier temps consacré à la première partie de l'ouvrage, chaque partie faisant environ 400 pages, intitulé « Situation » au pluriel. Et cette partie est consacrée à un constat, le constat d'une pluralité et d'une diversité de phénomènes traduisant l'esclavage. Ensuite, dans un deuxième temps, nous évoquerons la deuxième partie de l'ouvrage, intitulée au pluriel également « Comparaison ». Cette thématique est centrée sur la nécessité de procéder à une histoire comparée en prenant acte donc, de cette diversité. Et enfin, un troisième temps sera consacré à la troisième partie de l'ouvrage, intitulé au pluriel également « Transformation ». L'introduction de la notion de race, avec la traite négrière transatlantique, dont les travaux de Cécile Vidal retracent la genèse dans la péninsule ibérique, constitue un tournant majeur dans l'histoire du fait esclavagiste. Donc voilà pour la structure de la séance, avant d'aborder les questions du public. Abordons dès à présent le premier temps de notre réflexion, consacré à la première partie de l'ouvrage, intitulée « Situation » au pluriel, avec Paulin Ismard, donc historien. Alors, deux petites questions peut-être au préalable. Paulin Ismard, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la fabrique de l'ouvrage? Vous avez travaillé pendant 5 ans, me semble-t-il, avec plus de 50 chercheurs internationaux, 15 nationalités différentes. Voilà, ça n'a pas dû être facile. Comment avez-vous organisé donc ce travail pluridisciplinaire en même temps, entre historiens, anthropologues, sociologues et juristes? Bonsoir à tous et d'abord merci beaucoup pour votre invitation. Alors la façon dont on a travaillé en fait, c'est qu'on s'est constitué une petite équipe, Cécile, Benedetta Rossi dont vous avez parlé, moi-même aussi pendant un certain temps avec nous était Claude Chevaler. Claude Chevaler est un historien spécialiste de la Chine et de l'esclavage en Chine à l'époque des Ming. Et alors on s'est rapidement, en fait, on s'est mis d'accord sur le plan général de l'ouvrage. Et le livre essaie de tenir, disons, une double démarche. C'est-à-dire, à la fois, c'est une histoire mondiale du fait esclavagiste, mais comme vous l'avez dit, qui n'est pas une histoire continue, mais qui essaie quand même de raconter ce qu'a été l'esclavage, les sociétés à esclaves ou les sociétés esclavagistes depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Et en même temps, le projet qui nous tenait particulièrement à cœur, comme vous l'avez dit, c'est celui du comparatisme. Alors, pour ce qui est de l'histoire mondiale, disons, du fait esclavagiste, on se réunissait et puis l'enjeu, c'était d'aller chercher les meilleurs spécialistes de l'esclavage dans les différentes sociétés au fil de l'histoire, et ça dans une perspective mondiale. Donc il y a eu aussi un très gros travail de traduction de l'ensemble des textes, puisqu'il y a une historiographie francophone sur le sujet qui est assez importante, mais en fait les textes écrits en français représentent peut-être un peu plus de la moitié des textes qui finalement composent le volume. Il y a évidemment une omniprésence de l'historiographie anglophone, anglaise, américaine, mais aussi australienne. Bon, et une grande partie du travail sur les sociétés esclavagistes aujourd'hui s'écrit très souvent en anglais. C'était très important pour nous, de ce point de vue-là, de sortir de ce simple dialogue entre l'historiographie francophone et l'historiographie anglophone et d'ouvrir, disons, autant que possible tout simplement les lieux d'origine, de production intellectuelle des travaux aujourd'hui sur l'esclavage, donc de solliciter des chercheurs portugais, mexicains, allemands, africains, italiens. Bon. Donc une partie de notre travail pendant ces 5 ans, ça a été tout simplement de commander des articles à ceux qui nous semblaient être
des auteurs dont on admire le travail et qui nous semblaient être les meilleurs spécialistes sur tel ou tel sujet qu'on voulait voir traité, leur commander ces articles, les recevoir, les discuter entre nous, leur demander des modifications, les faire traduire. Bon, un travail, disons, d'édition assez classique. Et de l'autre côté, il y a cette partie centrale du livre qui a mis un temps considérable à être écrite, puisqu'on l'a écrit essentiellement à trois, Benedetta, Cécile et moi, qui est la partie comparatiste, où on prenait à chaque fois des grands thèmes, et on traversait, chacun d'entre nous traverse l'ensemble des sociétés esclavagistes dans l'histoire, enfin dans la mesure du possible. Évidemment, on ne peut pas être totalement exhaustif, et c'est pas non, tout à fait notre objectif non plus, mais il s'agissait vraiment de jouer le jeu du comparatisme. Donc c'était très compliqué à écrire, puisque moi je suis spécialiste de la Méditerranée gréco-romaine, et il m'a fallu écrire des articles, je sais pas, sur la dette, la propriété, dans toutes les sociétés qui ont eu recours à l'esclavage. Et c'est là que ça partait d'un travail collectif, puisque je demandais à Cécile, je demandais à Benedetta, sur l'Afrique, sur les Amériques, sur l'Asie, qu'est-ce qui s'est écrit sur le sujet, qu'est-ce que je dois lire pour essayer de construire un raisonnement comparatiste. Donc et pour ça, on s'est réunis très régulièrement, on organisait un séminaire plusieurs fois par an, on est parti une semaine ensemble pour travailler. Donc voilà un peu comment on a travaillé. Alors, vous évoquez dans votre chapitre préalable, introductif, la nécessité d'une approche expérimentale en histoire comparée. Et vous évoquez le fait que ça donnait l'occasion de déplacements souvent essentiels dans les analyses des auteurs du collectif pour éviter les effets négatifs de la spécialisation. Est-ce que vous avez en tête quelques exemples de déplacements dans l'analyse qui est provoqué en fait par l'objet, c'est-à-dire l'histoire de l'esclavage? En quoi est-ce que ça bousculait un peu les frontières, disons, entre l'anthropologie, l'histoire? Vous parlez de déplacement dans l'analyse. Oui, qui vous a bousculé en fait dans votre travail. Ouais. C'est-à-dire, pour nous, c'est quand même un point vraiment très important et qui doit être bien compris, je veux dire, même quand on commence à lire le livre. C'est que cette volonté comparatiste, elle vise absolument pas à définir des lois universelles qui seraient propres à l'esclavage, elle vise absolument pas, surtout pas, à confondre toutes les formes d'esclavage en se disant, au bout du compte, c'est un peu toujours la même chose. Finalement, l'esclavage, c'est presque une loi universelle de l'exploitation des hommes par les hommes, et qu'il s'agisse de la traite transatlantique, de la Méditerranée antique ou de la Chine ancienne, en fait, tout ça, c'est au fond un peu toujours la même chose. C'est évidemment exactement le contraire qu'on a voulu faire. Et le travail comparatiste permet à chaque fois de spécifier ou de caractériser les particularités de tel ou tel système esclavagiste. Donc le comparatisme, de ce point de vue-là, c'est une méthode. C'est une méthode pour susciter de l'imagination scientifique, poser de nouvelles questions à nos objets, et en tout cas c'est comme ça qu'on l'a conçu. Alors après, chacun d'entre nous, je pense, peut dire, à partir des différents thèmes qu'il a traités, et puis en se lisant les uns les autres, ce qu'il a découvert, et par exemple la façon dont ce travail comparatiste a modifié ce qu'il croyait bien connaître de son propre champ de spécialité. Alors, je sais pas, me concernant, je vous donne juste deux exemples. Un premier exemple, alors, bon, on va rentrer dans des choses compliquées, un peu techniques, mais qui sont vraiment importantes. La naissance des sociétés esclavagistes en Méditerranée, puisqu'on dit souvent que les sociétés grecques de l'époque archaïque, plus précisément de la fin du 7e, début du 6e siècle, sont les premières sociétés esclavagistes de l'histoire. C'est-à-dire pas seulement des sociétés à esclaves, mais des sociétés esclavagistes, c'est-à-dire des sociétés qui placent l'institution esclavagiste au centre de leur fonctionnement. Et c'est vrai, il se passe quelque chose de particulier en Méditerranée orientale à la fin du 7e siècle. Comment est-ce qu'on l'explique? C'est difficile parce que quand on est antiquisant, on n'a pas énormément de sources en fait pour le comprendre. Mais ce qui est certain, c'est qu'il se passe quelque chose de particulier concernant les formes de dépendance liées à la dette. Bon. Et alors, généralement, ce qu'on explique, c'est qu'il y a une forme, de manière très très schématique, c'est que à l'époque archaïque,
donc disons du 9e siècle à la fin du 7e siècle avant notre ère, il y aurait une forme archaïque d'esclavage qui serait l'esclavage pour dette, qui peut prendre différentes formes, mais en gros l'esclavage pour dette, ça peut être vous êtes débiteur par rapport à un créancier, vous n'êtes pas capable de rembourser votre dette, et celui-ci a le pouvoir de vous réduire en esclavage. Une autre forme, ça peut être que vous êtes esclave le temps pendant lequel vous devez rembourser votre dette. Et au moment après l'extinction de votre dette, vous retrouvez votre liberté. Mais tout ça relève, disons, du modèle de l'esclavage pour dette. Et puis, à partir de la fin du 7e siècle, on voit quelque chose de tout à fait massif qui apparaît, c'est la naissance, mais dans des dimensions exceptionnelles, de l'esclavage marchandise. C'est-à-dire des hommes, des femmes, des enfants qui sont achetés, parfois auprès d'autres cités grecques, parfois à l'extérieur du monde grec, et qui deviennent pleinement esclaves. Et pendant très longtemps, on a interprété la naissance des sociétés esclavagistes comme ce passage de l'esclavage pour dette à l'esclavage marchandise. En réalité, la perspective comparatiste, alors on change totalement de domaine, on change de terrain, de siècle, mais beaucoup de gens qui ont travaillé sur la traite transatlantique et surtout la façon dont la traite transatlantique s'articule au fonctionnement, aux formes disons, de dépendance interne aux sociétés africaines. Au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, ont bien montré comment l'esclavage marchandise s'articulait aux formes de dépendance, souvent liées à la dette, qui existent dans des sociétés africaines. C'est-à-dire à l'intérieur des sociétés africaines, par exemple, l'importance de la mise en gage, c'est-à-dire des individus, c'est une institution qui est bien documentée en Afrique de l'Ouest, qui existe aussi, qui est très bien documentée en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire le débiteur, le temps de la dette, place en gage un individu, ça peut être lui-même, mais ça peut être un de ses parents, qu'il est censé récupérer à la fin, au moment de l'extinction de la dette. Bon. Donc c'est une forme de dépendance limitée dans le temps, où l'individu qui a été mis en gage ne change pas de statut, ne devient pas esclave. Mais on sait très bien que dans le contexte de la traite transatlantique, ces individus gagés ont souvent, en fait, été revendus aux marchands occidentaux, où peu à peu leur statut s'est transformé, et donc on voit bien, c'est peu à peu transformé, et par rapport à la demande extérieure des marchands européens, au bout d'un certain temps, ils ont pu être réduits en esclavage. Et donc là, on voit bien qu'une forme traditionnelle de dépendance liée à la dette est étroitement articulée au développement de l'esclavage marchandise. Ces mécanismes-là, cette dynamique-là, en fait, elle permet d'éclairer, je pense, de façon assez neuve, ce qui se passe en Méditerranée archaïque, où il faut repenser différemment le rapport entre l'esclavage pour dette et l'esclavage marchandise. Alors je suis désolé, je suis entré dans quelque chose d'un... Non, mais c'est une illustration, par un cas particulier. Plein de domaines comme ça, le comparatisme voilà, produit de nouvelles questions et permet de Alors, pour prolonger, ce constat en fait, de la diversité des situations et de la diversité des approches également entre anthropologues, historiens, sociologues, juristes, n'aboutit pas sur un déni de définition. Vous faites quand même l'effort de produire, de réfléchir sur ce que pourrait être une définition donc, de l'esclavage. Notamment dans votre introduction, vous évoquez donc des grands traits caractéristiques. L'extension du droit de propriété, le déshonneur, l'exclusion des liens de parenté ou la privatisation de la protection, le fait donc d'annuler toute protection juridique. Et vous mentionnez le fait qu'on peut opposer deux types de définitions, une définition juridique qui partirait du côté du droit de propriété du maître sur l'esclave d'un côté, et puis une définition plutôt anthropologique
qui serait orientée vers la mort sociale donc, de l'esclave. Donc deux types de définitions. Et vous faites allusion en même temps aux travaux de Orlando Patterson, qui a produit un gros texte conclusif donc à la fin de l'ouvrage, et qui essaye de manière très rigoureuse de mettre en forme, en fait, de revenir sur les typologies et sur les définitions à partir de la méthode dite des gradients. Est-ce que vous pouvez donc revenir sur cette question en fait de la définition de l'esclavage et peut-être de la dissociation entre esclavage et société esclavagiste? C'est vraiment des très grandes questions. Question de la définition en fait. Oui, parce que quand on se lance dans un chantier comparatif, évidemment une question centrale, c'est est-ce qu'on parle toujours de la même chose? Le terme esclave, bon, c'est évidemment une difficulté, d'autant plus que pour compliquer l'affaire, on sait bien que, par exemple, dans l'histoire de la colonisation européenne, la façon dont les Européens eux-mêmes ont pu qualifier des formes de dépendance telles qu'elles existaient dans les sociétés qu'ils colonisaient, des formes de dépendance traditionnelles qu'ils qualifiaient eux-mêmes parfois d'esclavage à tort, est un grand problème. Et ça fait partie parfois du processus colonial de disqualifier des formes de dépendance traditionnelles en les nommant esclavage, alors même que c'était parfois beaucoup plus compliqué que ça. Donc, une des grandes difficultés quand on se lance dans le chantier comparatif, c'est est-ce qu'on parle toujours de la même chose, et est-ce qu'il y a bien un universel, disons, un invariant de l'esclavage? En fait, ce qui est certain, c'est que vouloir partir d'une définition extrêmement rigoureuse, fermée, de ce qu'est l'esclavage, je pense très souvent entrave le travail comparatiste et peut entraver en définitive la réflexion. Alors il y a effectivement deux grandes définitions traditionnelles de l'esclavage. Pour le dire très vite, celle qui repose sur le droit de propriété est esclave l'homme ou la femme qui est la propriété d'un maître. Et l'autre définition, qui relèverait effectivement de la mort sociale, qui insiste plutôt sur les éléments de désocialisation ou d'exclusion de l'esclave de traits constitutifs de la vie sociale. Donc l'exclusion de la sphère de la parenté, l'exclusion de la communauté civique ou de la communauté religieuse. C'est en particulier, quand je parle du terme de mort sociale, effectivement, c'est la notion qu'a particulièrement mise en avant Orlando Patterson, dans un livre qui est un grand livre comparatiste sur l'esclavage, qui est très important pour nous, qui est un livre qui date de 1982. Bon. Donc, il y a ces deux définitions. Nous, il nous semble que le plus juste, c'est plutôt de reconnaître l'esclavage à un ensemble de traits qui varient d'une société à l'autre. Alors, la question de l'exclusion ou pas de la parenté, la question du droit de propriété, l'absence ou pas de personnalité juridique reconnue à l'esclave, le niveau du pouvoir que le maître exerce par rapport à son dépendant, qui peut donc être un esclave, tout ça, c'est des éléments qui peuvent en venir à définir un statut d'esclave dans un certain nombre de sociétés. Mais donc, notre idée, c'est pas de partir d'une définition universelle de l'esclavage, mais d'identifier un certain nombre de traits qu'on reconnaît plus ou moins dans un certain nombre de sociétés. Et alors, sur les sociétés à esclaves, la société esclavagiste, c'est évidemment une question capitale. C'est une distinction qui existe parmi les historiens depuis disons, les années 1960, à peu près, même si tous les historiens ne définissent pas forcément de la même façon ce qu'est une société à esclaves par rapport à une société esclavagiste. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il y a un nombre considérable de sociétés dans l'histoire qui ont recouru à l'esclavage et qui peuvent donc être qualifiées de sociétés à esclaves, mais dans lesquelles le travail servile, ou plutôt l'esclavage, disons, représente une part marginale à la fois de la population de ces sociétés et puis dans les formes d'exploitation
de la main-d'œuvre. Ça, ce sont les sociétés à esclaves. Les sociétés esclavagistes, c'est les sociétés qui placent vraiment au centre de leur fonctionnement l'institution esclavagiste et qui ne peuvent survivre sans recourir à l'esclavage. Et ces sociétés-là, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Alors pendant très longtemps, c'est Moses Finlay en particulier dans les années 1960 qui l'avait avancé. On considérait qu'il n'y avait eu que 5 sociétés esclavagistes dans l'histoire: la Grèce, Rome, le Brésil, les Antilles et l'Amérique du Nord jusqu'à la guerre de sécession. Bon, cet inventaire est erroné, il est faux, enfin il est caduc. Il y a beaucoup d'autres sociétés esclavagistes. La Corée du XVIIIe siècle, le califat de Sokoto au XIXe siècle, sans doute le califat abbasside au IXe siècle peut être qualifié de société esclavagiste. Et Orlando Patterson discute de tout ça dans notre livre. Donc il faut avoir une conception, disons, beaucoup plus large, ouverte de ce qu'est une société esclavagiste. Et ça ouvre, pour le coup, aussi le champ des comparables. Parce que souvent, quand même, le travail comparatiste au sujet de l'esclavage a fonctionné avec un jeu de miroir entre l'Antiquité classique et les Amériques coloniales. En fait, intégrer à la réflexion des sociétés de l'Asie de l'époque moderne, certaines sociétés du monde arabo-musulman, certaines sociétés africaines, ça ouvre le champ des comparables et ça nous permet de réfléchir différemment, aussi bien à l'Antiquité classique qu'aux sociétés des Amériques modernes. Alors après cet effort donc, effectivement, de définition, dans cette première partie, vous insistez sur la diversité des situations d'esclavage et donc vous produisez à la fin de l'ouvrage des cartes, d'accord, qui peuvent constituer un support. Je ne sais pas si vous les voyez. Oui, donc là. Ah, juste cliquer dessus. On va essayer de le remettre. Cliquez dessus, à droite. En haut à droite. Cliquez à droite sur la carte, à droite. Voilà. Non. Juste à droite. Un tout petit... Voilà. Non, là c'est bon. Ouais. C'est mieux. Voilà. Oui, alors ça, c'est des cartes, en fait, de... il y a 4 cartes qui veulent juste, qui concernent, en fait, seulement la première partie du livre, hein, intitulée « Situation », où la première partie du livre est composée de 50 articles qui évoquent à chaque fois différentes situations de sociétés qui ont recouru à l'esclavage dans l'histoire. Le but, enfin la façon dont cette première partie a été conçue, et de toute façon ce que ça voudrait produire chez le lecteur, c'est la façon d'abord de le désorienter, ou de le dépayser, c'est-à-dire de lui montrer l'extrême diversité des configurations esclavagistes au fil de l'histoire, bien au-delà de forcément ce à quoi on pense le plus spontanément, c'est-à-dire au monde atlantique. Et ce qui était important aussi, donc, c'est de varier les types de lieux, les échelles et les durées. Donc certains articles font presque de la micro-histoire. Il s'agit de traiter d'une ville à un moment très précis de son histoire, ou même d'un événement. Par exemple, le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe en 1802-1803. Mais d'autres articles traitent d'espaces beaucoup plus vastes dans la longue durée. L'Inde ancienne, par exemple, sur environ 7 siècles, ou la Chine ancienne sur 2 siècles. Donc il y a tout ce jeu de variété, disons, des échelles de temps et d'espace. Alors, je ne sais pas très bien ensuite comment vous le présentez. Voilà, je pense qu'on ne peut pas être exhaustif sur ce point-là. J'ai fait défiler d'accord, les cartes pour donner une idée du gros travail qui a été effectué. J'ai retenu donc deux passages dans votre introduction qui témoignent de ce caractère, de ce constat de la diversité des situations. Il y a un premier élément, vous écrivez que les témoignages d'esclaves dénotent le caractère incommensurable des expériences vécues, et vous détaillez au départ quatre témoignages d'esclaves qui définissent de manière totalement différente ce qu'ils ont vécu
donc la situation d'esclavage qu'ils ont vécu. Et vous concluez au caractère incommensurable du vécu humain de l'esclavage. Et puis deuxième passage qui témoigne de cette diversité des situations, en fait, vous citez le linguiste benveniste qui a pu dire que chaque langue emprunte à un autre la désignation de l'esclave. Autrement dit, l'esclave, c'est l'autre. Donc ces deux passages montrent bien, en fait, la question de l'extrême diversité des situations d'esclavage, qu'elles soient vécues par les esclaves eux-mêmes, lorsqu'on leur demande, on leur pose la question, mais c'est quoi votre vie d'esclave? Voilà, c'est quoi être esclave pour vous? Les 4 personnes interviewées, à des périodes différentes de l'histoire, il y avait fin 19e siècle, milieu 20e siècle et plus récemment, ont à chaque fois une définition différente de leur vécu d'esclave. Il y aura un caractère incommensurable, une impossibilité donc effectivement de définir un universel de l'esclavage. Et puis cette citation étonnante de benveniste, chaque langue emprunte à une autre la désignation de l'esclave. Donc l'esclave c'est l'autre. Oui, benveniste dit ça juste à propos des langues indo-européennes, bien sûr. Alors, oui, c'est-à-dire que le livre s'ouvre par en fait, la voix de 4 esclaves, mais à un moment où, anciens esclaves, à un moment où ils refusent, chacun dans des positions différentes, l'assignation au statut d'esclave. Donc c'est une ancienne esclave américaine qui est interrogée par des enquêteurs de l'administration rooseveltienne dans les années 1930. C'est une esclave africaine qui est interrogée devant un tribunal britannique dans les années 1870. C'est Ésope, le fabuliste grec, et c'est Zangru dont on a un bref témoignage dans une source judiciaire à l'époque Ming en 1630. Bon, l'idée, c'était juste d'exposer comme ça, effectivement, à chaque fois, on croit reconnaître le même terme esclave, mais on est dans des configurations radicalement différentes, et à chaque fois, ce que chacun de ces esclaves entend sous le terme esclave est évidemment tout à fait différent. Et en même temps, ce terme, dans ces contextes, le terme esclave a une dimension performative. C'est-à-dire que très souvent, les désigner esclaves, c'est à nouveau les faire esclaves. Et quand chacun d'entre eux refuse qu'on les définisse comme des esclaves, ils résistent à ce qui fonctionne aussi comme une injure, parce que le terme esclave fonctionne aussi très souvent comme une injure. Mais il s'agissait effectivement juste de mettre en scène cette immense diversité. Merci Paulin Ismar. Alors nous pouvons passer donc au deuxième temps donc, de la réflexion sur cet ouvrage. Après le constat de la diversité des situations et le caractère incommensurable donc, des vécus autour de l'esclavage, la question nécessaire en sciences historiques donc, des comparaisons, donc comparaison au pluriel, les apports de la méthode comparative, et Jacques Lemierre, je te laisse donc introduire ce deuxième temps de réflexion sur les comparaisons. Alors les comparaisons sont notamment traitées dans l'ouvrage par une série d'articles rédigés donc par Cécile Vidal, qui sont autant d'entrées pour énoncer en fait des critères de la comparaison. Des critères de la comparaison. Exemple de critères, d'articles donc qui apparaissent dans cette deuxième partie. Culture, justice, maître au pluriel, mort, résistance, révolte, violence. D'accord ? Là, ce sont les articles qui ont été écrits par Cécile Vidal, et puis, bien sûr, d'autres, écrits par exemple par Paulin Ismar, corps, identification, propriété, autant d'entrées qui fonctionnent comme des critères pour la comparaison. D'autres articles écrits par d'autres auteurs du collectif, affranchissement, genre, sexe, d'accord ? Donc l'idée, c'est donc d'introduire la question des critères, d'accord, dans la comparaison.
Oui, vous m'entendez? Paulin Ismard, dans son introduction, dit qu'en raison du geste de ce livre, celui du comparatisme, la deuxième partie, placée donc au centre de l'ouvrage, en constitue le transept. Et donc, il s'agit, autrement dit, d'analyser la manière dont on peut mettre à jour des grands traits structuraux qui seraient communs à nombre de systèmes esclavagistes et qui vont, dont on va observer qu'ils se déclinent différemment d'une société à l'autre. Enfin, il s'agit de démêler ce qui relève du commun, du structuralement commun, et de ce qui relève de la différence. Étant entendu aussi qu'il y a des différences qui peuvent affecter des mêmes espaces géographiques dans le temps. Donc, Stanislas a commencé à citer ce type de point d'observation de la structure commune ou de la différence. J'ajouterai à la liste que tu as donnée sous la plume de Cécile Vidal le thème des traites, le thème de la ville, sous la plume de Paulin Ismard celui de la démographie, qui n'est pas mince, parce qu'en réalité la question de la taille de la part prise dans l'esclavage dans les sociétés a poussé les uns et les autres à tirer des conclusions différentes sur justement cette différence entre société esclave et société esclavagiste. Sous la plume de Paulin Ismard, captif, corps, démographie, dette, esclavage pénal, esclavage public, identification, marché, propriété. Sous la plume de Benedetta Rossi, je ne sais pas si on pourrait peut-être éventuellement y aller, je pense que ça peut intéresser l'auditoire, genre, sexe, travail. Et sous la plume de Mamed Oualdi, affranchissement et voie d'esclave. Donc, j'ai envie de laisser à Cécile Vidal une liberté de choix dans le choix de ses entrées, étant entendu que m'intéresse bien mort, résistance, affranchissement, mais je vous donne la liberté de choix. Alors avant de parler d'une entrée particulière, je voudrais insister un peu sur la manière particulière dont on a pratiqué le comparatisme dans l'ouvrage. Quand on fait du comparatisme, en général, on compare des sociétés entre elles. On compare une, deux, trois, enfin plutôt toujours deux au minimum, mais un nombre réduit de sociétés, et c'est en général l'ensemble de la société face à une autre société qu'on compare. Et on a d'ailleurs dans l'ouvrage, dans la première partie, des exemples de ce type de comparaison. Dans la première partie, il y a un article sur l'esclavage de plantation dans la Caraïbe qui confronte l'esclavage de plantation sucrière à la Jamaïque et l'esclavage de plantation sucrière à la Barbade. Donc là, on est typiquement de ce type de configuration. Et la comparaison sert à la fois à poser sur une société une question qu'on posait sur une autre, à tester des interprétations qu'on a formulées dans un contexte donné, et puis qu'on essaye de voir si ça marche dans une autre. Et Paulin expliquait justement ce dont il parlait sur les liens entre esclavage pour dette et esclavage de marchandises. C'est exactement, typiquement, comment ce qu'on a pu interpréter dans le cas des mondes atlantiques, on a pu le transférer dans les mondes grecs anciens. Et puis la dernière possibilité, c'est juste de mettre en évidence les particularités de sociétés en les confrontant les unes aux autres. Et c'est une des formes les plus courantes de comparatisme. Là, on ne s'est pas situé à ce niveau-là. C'est-à-dire que les articles ne comparent pas 2 sociétés, 3 sociétés, 4 sociétés entre elles. On a choisi un niveau plus micro à travers, en effet, des clés d'entrée, des lieux d'observation de l'esclavage et des sociétés esclavagistes. Et donc les entrées, c'est
ça peut être des formes d'esclavage particuliers, donc l'esclavage volontaire, l'esclavage pénal, la dette, mais aussi plutôt des modalités de réduction en esclavage, comment on devient esclave, donc la captivité, la traite, la dette, le marché, ou des institutions, des phénomènes centraux dans le fonctionnement des systèmes esclavagistes, le travail, l'affranchissement, voilà. Et donc c'est différentes manières d'éclairer différentes facettes de comment on devient esclave, de comment fonctionnent les sociétés esclavagistes, comment elles se reproduisent dans le temps. Et donc le choix en fait de ces entrées a été en soi un travail très important, correspondait à ce qui nous intéresse nous, mais aussi de manière plus générale, on a essayé d'éclairer différemment. Et en soi, le choix des entrées, par exemple, l'entrée sur esclavage volontaire, pour moi, c'est une entrée très importante parce que toute l'historiographie esclavagiste est dorénavant une historiographie qui a un point de vue abolitionniste, dans le sens qui condamne l'esclavage et qui considère que l'esclavage est un crime contre l'humanité, et avec l'idée que la plupart des esclaves doivent avoir justement refusé d'être esclaves, du refus du consentement de la domination esclavagiste. Or, on sait que historiquement, il a existé des formes d'esclavage volontaire. Et donc ça va un peu à rebrousse-poil des idées reçues, et ça montre déjà, ça commence à complexifier la manière dont on conçoit l'esclavage, en se départissant justement de ce biais abolitionniste qui affecte justement la manière dont on regarde à l'heure actuelle ce phénomène qui pendant très longtemps n'a pas été remis en cause. Et ça permet donc de mettre en évidence parfois des grandes ruptures dans l'histoire du monde, c'est-à-dire l'article de Paulin sur la dette est très très important parce que il y a un partage, les différentes formes d'esclavage en relation avec la dette ont été importants partout dans le monde, sauf dans les Amériques coloniales, où c'est pas une réalité, où il y a des formes de servitude pour dette, mais qui sont en général d'ailleurs dissociées de l'esclavage. Et donc là, c'est vraiment une grande différence dans cette histoire mondiale de l'esclavage que montrent notamment ces articles. Mais il y en a d'autres, justement, définir l'esclavage en fonction de la propriété, définir l'esclavage en fonction du travail, c'est aussi les deux articles sur propriété et travail contribuent à cette discussion sur comment on définit et à quel point la propriété ou le travail sont centrales pour définir et comprendre le fonctionnement des systèmes esclavagistes. Mais la difficulté, évidemment, c'est que non seulement donc on se situe à un niveau micro en regardant donc, ces différents phénomènes ou institutions comme lieu d'observation, mais on essaye de pratiquer ça sur la longue durée de l'histoire de l'humanité et à l'échelle mondiale. Ce qui signifie qu'on potentiellement on compare un nombre très élevé de sociétés entre elles, et que la conséquence de ce phénomène est que l'on ne peut pas pratiquer ce qui est pourtant l'intérêt premier du comparatisme, c'est la réflexion sur le contexte. Normalement, en fait, l'intérêt du comparatisme, c'est de faire jouer ensemble un objet, l'esclavage, la noblesse, les empires, le contexte et l'échelle d'analyse, et de voir justement, chercher dans le contexte qui explique les points communs et les différences dans les modalités d'existence d'un phénomène, d'une société à l'autre. Et nous, évidemment, dans ces articles de la deuxième partie, parce qu'on travaille sur la longue durée et sur le monde entier, il est impossible de faire ce travail à la fois d'historicisation et de contextualisation propre à la démarche comparatiste quand on étudie deux sociétés l'une par rapport à l'autre uniquement. Mais en revanche, on peut voir beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du coup, ce n'est pas des articles qui sont en soi explicatifs, alors que l'intérêt de la démarche comparatiste, c'est aussi l'interprétation de l'explication. Là, en soi, nos articles ne sont pas forcément des articles qui donnent des clés, des explications et des interprétations,
mais qui sont plutôt des lieux d'expérimentation, justement, pour voir certaines choses qu'on ne verrait pas si on ne rapprochait pas des situations extrêmement diverses et variées dans le temps et dans l'espace. Et donc, pour essayer d'expliquer ça, je donnerai donc l'exemple de l'article sur la mort donc que j'ai écrit. Moi, je suis spécialiste de l'esclavage dans les mondes atlantiques et surtout dans les Amériques coloniales, donc en Amérique du Nord, dans la Caraïbe, au Brésil, en Amérique espagnole, donc dans l'ensemble des Amériques colonisées par les Européens entre la fin du XVe et la fin du XVIIIe, plus longtemps. Et je regardais cette question de la mort, pour moi, qui était à la fois omniprésente, parce qu'il y a une surmortalité dans la traite transatlantique, avec sur 12 millions et demi d'esclaves, il y a 1,5 million d'esclaves qui ne parviennent jamais aux Amériques, 12 millions d'hommes et de femmes déportés entre l'Afrique et les Amériques, et il y a un taux de mortalité extrêmement élevé avec 1,5 million esclaves qui ont fini au fond de l'océan et qui ne sont jamais arrivés aux Amériques. Donc surmortalité dans la traite, surmortalité dans les sociétés de plantation esclavagistes, qui pratiquement toutes sont des sociétés qui ne peuvent pas se reproduire sans l'apport de nouveaux esclaves par la traite, donc qui connaissent des taux d'accroissement naturel nuls ou négatifs. La seule exception étant les colonies du sud de l'Amérique du Nord à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle et la Barbade à partir du début du XIXe siècle. Et donc une mort omniprésente. Et donc je regardais cette question évidemment de la mort, c'est impossible à ignorer. Évidemment la question dans les Amériques de l'importance des affranchissements testamentaires aussi. L'importance aussi de la question du droit de vie et de mort sur ces esclaves justement dans la législation et la manière dont ça variait d'une société à l'autre. Donc c'était des thèmes évidemment que je connaissais, mais ce sujet n'était pas un sujet central. Enfin, ça commençait à devenir un sujet central. Il y avait un très très beau livre de Vincent Brown qui montre en fait comment la société jamaïcaine est une société qui est née de la mort en quelque sorte, qui est modelée justement par cette omniprésence de la mort en relation avec la traite et l'esclavage. Mais en dehors de ce livre, la question de la mort était relativement peu utilisée pour penser l'esclavage, même si on l'a pensée omniprésente. Et de manière générale, les américanistes ont plutôt justement par rapport à la définition de l'esclavage comme mort sociale proposée par Patterson, plutôt ont tendance à rejeter, à critiquer cette définition, parce qu'ils interprètent de manière erronée cette proposition de Patterson, qui est en effet qui correspond à la vision idéologique des maîtres de la relation esclavagiste, donc cette exclusion des relations de parenté. Mais qui ne rend pas compte du caractère négocié de la relation esclavagiste, du fait que les esclaves n'étaient pas passifs et participaient en fait à la négociation des rapports entre maîtres et esclaves, et puis résister et développer leur propre relations sociales, que le maître le veuille ou non. Et donc, mais ils ne comprennent pas en fait que ce n'est pas du tout antithétique, que Patterson ne dit pas du tout cette intégration sociale, cette participation des esclaves à la vie sociale. Et du coup, en fait, le travail poser cette question des rapports entre mort et esclavage en étendant la question à l'ensemble du monde et en essayant de penser conjointement la relation, en fait de penser plutôt la connexion et la relation entre mort physique et mort sociale, et en essayant d'explorer cette relation à l'échelle du monde et dans la longue histoire de l'humanité, a transformé la manière dont je pensais l'esclavage en rapport avec la mort. La première donnée la plus importante, c'est que dans de très nombreuses sociétés, l'esclavage est légitimé, justifié par cette idée que les esclaves sont en fait
des prisonniers de guerre. Donc la plupart des esclaves sont pris à la guerre et le droit le droit de conquête donne le pouvoir de tuer en fait les prisonniers sur le champ de bataille. Ça a été longtemps le cas. Et l'esclave, c'est celui qui, sur le champ de bataille, c'est celui dont on a épargné la vie. Et en contrepartie de ce don de la vie, l'esclave doit se soumettre au maître dont il doit son existence, y compris son existence sociale, et donc ne plus dépendre que du maître. Et en retour, ce don de la vie maintient le maître dans la possibilité à tout moment d'y mettre fin, et donc d'exercer ce droit de vie et de mort. Donc c'est l'expression en fait la plus extrême du contrôle total potentiellement qu'un maître peut exercer sur son esclave, qui peut aller jusqu'à mettre à mort pour des raisons diverses son esclave. Et donc c'est cette idée-là qui est extrêmement importante, qui permet d'abord de penser le lien entre mort physique et mort sociale, et puis qui permet de revoir aussi justement la surmortalité, le fait que les marchands d'esclaves, les planteurs, les maîtres n'ont pas intérêt à ce que leurs esclaves meurent la plupart du temps quand le but c'est de les exploiter par le travail. Il y a d'autres situations où les esclaves sont exploités pour d'autres raisons, et notamment pour des mises à mort rituelles. Mais lorsque le but de l'esclavage n'est pas en soi la mise à mort, ils n'ont pas intérêt en fait à être mis à mort. Et pourtant, il y a l'expression justement de ce pouvoir s'exprime par ce qu'une historienne américaine appelle la vulnérabilité à une mort prématurée. C'est-à-dire la possibilité, même sans intention de mettre à mort et même si ça va à l'encontre, c'est l'idée que la vie des esclaves est dispensable. C'est-à-dire qu'on peut s'en dispenser, on peut accepter un certain taux de mortalité justement à des niveaux qu'on n'accepterait pas pour d'autres types de populations, et qui exprime donc toujours cette espèce de pouvoir. Et donc cette idée, j'ai essayé de l'explorer de différentes façons, en examinant d'ailleurs d'abord la question de quantifier cette surmortalité dans la traite et à travers la démographie dans les sociétés de plantation. Regarder ça aussi à travers la législation comparée, enfin pas seulement la législation, mais les pratiques en fait de droit de vie et de mort, sachant qu'il y a des tas de sociétés où en effet les maîtres peuvent mettre à mort, il y en a d'autres où c'est interdit par le droit, mais en pratique ce droit n'est pas respecté, et donc il y a tout un travail pour expliquer en quelque sorte ces variations. Pourquoi dans certains cas c'est autorisé, pourquoi dans d'autres ça ne l'est pas, et qu'est-ce qui explique ces différences. Il y a eu aussi toute la question de la mise en confrontation à la fois de ce qu'on appelle les morts d'accompagnement et les pratiques d'affranchissement, les deux phénomènes qu'on rapproche rarement, permettant de montrer comment la relation esclavagiste est pensée comme une relation inextricable entre le maître et son esclave. Les morts d'accompagnement, donc c'est une pratique extrêmement courante dans de nombreuses sociétés dans le monde, où au moment de son décès, un maître est enterré avec un certain nombre de ses dépendants qui sont mis à mort pour l'accompagner au moment de ses funérailles, et puis dans sa tombe ou dans son lieu d'inhumation. Ces dépendants, ça peut être des concubines, ça peut être d'autres types de personnages, mais c'est souvent les esclaves. Et la mise à mort des esclaves dans ces morts d'accompagnement signifie littéralement l'impossibilité que l'esclave survive à son maître, et donc traduit bien cette idée de relation inextricable. Et ce qui est fascinant, c'est que cette idée,
elle se décline dans les morts d'accompagnement tels qu'ils ont pu exister depuis la préhistoire jusqu'à la période contemporaine dans de très nombreuses sociétés, mais aussi à travers les pratiques d'affranchissement, puisque il y a de très nombreux... les affranchissements sont très souvent soit testamentaires, soit justement prennent place à la mort des maîtres. Et cette idée d'une relation personnelle entre un maître et ses esclaves, et surtout avec ses esclaves avec qui justement il entretient des relations personnelles, exprime la même idée en fait, que quelqu'un, on ne le met pas à mort, mais on le libère parce qu'il ne peut même pas être esclave de quelqu'un d'autre, parce que justement il y a un lien personnel de la relation esclavagiste entre une personne et une autre. Et puis enfin, l'avant-dernier point, c'était la question de la mort des esclaves eux-mêmes, et la manière dont ils sont traités à leur mort exprime justement la mort sociale, c'est-à-dire que la mort physique des esclaves et l'impossibilité de prendre soin de leur mort. Dans certaines sociétés, les esclaves sont considérés comme des déchets sociaux, qu'on abandonne aux animaux, on abandonne dans des territoires marginaux, à l'écart, et donc qui expriment une sorte de mise à l'écart totale, une marginalisation totale par rapport à la société, à la religion, à l'économie, au système ontologique, parce qu'il n'y a pas de vie après la mort possible à cause de ces modes d'inhumation particulières. Donc il y a une exclusion du vivant de la société, mais il y a une exclusion même dans la mort en fait des esclaves, et quand ils sont enterrés, ils le sont éventuellement avec les maîtres. Et là, paradoxalement, alors qu'on présente souvent les sociétés des Amériques coloniales comme des sociétés particulièrement violentes, dures, avec un système d'esclavage extrêmement répressif, paradoxalement, parce que c'était aussi des sociétés chrétiennes, c'est des sociétés qui intègrent dans la mort et qui permettent l'inhumation, qui même ordonnent l'inhumation. Alors ce n'est pas forcément respecté par les maîtres, mais le moment de la mort, parce que c'était des sociétés chrétiennes, était un moment d'intégration en fait et pas d'exclusion des esclaves. Et enfin, il y a toute une réflexion aussi sur la question de la résistance et de la révolte en rapport avec la mort, autour notamment de la question du droit de vie et de mort des maîtres, donc l'opposition à ce droit de vie et de mort, le suicide des esclaves qui est souvent interprété comme une atteinte justement à ce contrôle que les maîtres veulent imposer, où je donne également des exemples de révoltes qui ont pour objet l'exercice de ce droit de vie et de mort et la possibilité de prendre soin des morts. Donc voilà, donc c'était montrer en quelque sorte la manière dont il est impossible de penser l'esclavage sans penser sa relation avec la mort et sans penser ce lien inextricable entre mort physique et mort sociale. Merci Cécile Vidal pour cette illustration approfondie donc, de la méthode comparative historique à partir d'une entrée particulière, à l'entrée de la mort, qui est particulièrement enrichissante ici. Après donc les deux premiers temps, le premier temps consacré au constat de la diversité des situations, deuxième temps les exigences donc de la méthode comparative en histoire, troisième moment de réflexion qui correspond à la troisième partie donc de l'ouvrage qui s'appelle transformation au pluriel. Donc on est ici dans les transformations des sociétés donc esclavagistes avec l'idée de race qui va apparaître. Et n'y a-t-il pas donc une singularité de l'esclavagisme transatlantique européen? Et quels seraient, si ce constat est avéré, les prolongements contemporains par rapport à notre situation, d'accord, notamment en Europe aujourd'hui? Autrement dit, deux sous-thèmes peuvent se dessiner dans cette troisième partie. D'un côté, la thématique qui était analysée en profondeur par Cécile Vidal de la singularité de l'esclavage colonial européen fondé sur la notion de race. Et je laisserai donc Jacques Lemierre introduire cette thématique. Et puis par ailleurs,
la question de savoir quelle importance cette prise de conscience par le biais de la science historique et de l'anthropologie, quelle importance cela peut avoir aujourd'hui pour analyser le temps présent de nos sociétés contemporaines extrêmement conflictuelles, quel éclairage cela peut donner pour les sociologues notamment de l'analyse de nos sociétés traversées par des problématiques nouvelles comme la problématique décoloniale, quelle réévaluation douloureuse pour l'identité européenne aujourd'hui. Et on pourra, avec Paulin Ismar, revenir sur ce texte assez extraordinaire, placé donc en fin du document, de Léonora Miano, sur l'avenir de l'Afrique, l'avenir du continent africain, d'accord, dans ce contexte-là, et la question des politiques mémorielles. Donc, 2 sous-axes. Et Jacques, donc, je te laisse donc présenter ce premier axe de réflexion dans les transformations historiques. Voilà, y a-t-il une singularité dans les transformations historiques des sociétés esclavagistes avec les sociétés esclavagistes imposées par l'Europe de l'Ouest, me semble-t-il, à partir de la fin du XVIe siècle. Alors, moi, Cécile Vidal, notamment. Oui, moi je trouve que, je trouve que c'est un grand mérite de ce livre de nous obliger à nous questionner profondément, parce que comme l'a dit Paulin Ismar tout à l'heure, l'effet de miroir entre esclavagisme de l'Antiquité grecque et latine et esclavagisme de la traite sont des filtres. Mais ces filtres sont des écrans. Et quand on lit ce livre, on est en permanence, nous, non spécialistes, mais y compris femmes et hommes curieux de connaître, on est complètement en déplacement par rapport à cet écran. Et vous dites, dans un commentaire que vous avez fait sur le livre, vous dites, Cécile Vidal, que cette question de la notion de race divise les historiens, que l'émergence de la notion de race a été liée à l'esclavage, aux croisades, à la colonisation, même si certains la font remonter à l'Antiquité, que d'autres jugent qu'elle était en vigueur dans les mondes arabo-musulmans dès la période médiévale. Et vous dites, je vous cite, « Mon opinion est que ce concept de race, né dans la péninsule ibérique au XVe siècle, au moment de la Reconquiste, au sujet des juifs et musulmans convertis à la religion chrétienne, avec la politique de conversion forcée des juifs, pogroms, ségrégation, persécution, puis inquisition, et finalement expulsion, et vous liez cette situation à la théorie de la pureté du sang, en espagnol limpieza de sangre. Et vous dites cette théorie se développe alors que l'esclavage des populations africaines existe dans la péninsule ibérique. Je considère que les esclaves noirs ont été victimes de traitements plus discriminatoires sans que cette infériorisation repose forcément sur la notion de race. Les discriminations en lien avec la couleur et le phénotype ont pu être justifiées par des théories religieuses ou climatiques. Si couleur et race en sont venus à se confondre dans l'esclavage racial américain, celui du commerce triangulaire, il n'en a pas toujours été ainsi. Donc, est-ce qu'on peut avancer un peu plus dans cette direction ? Alors, je voudrais d'abord dire que la race n'est pas le seul élément qui distingue ce qui se joue au sein des mondes atlantiques à la période moderne, et n'est pas là le seul élément qui distingue le système atlantique d'esclavage. Les mondes atlantiques de la période moderne offrent une configuration très particulière, alors même que l'expansion européenne concerne l'ensemble du monde. Mais on a une coïncidence entre plusieurs phénomènes. Le développement d'empires coloniaux atlantiques,
l'essor d'une traite massive d'esclaves entre Afrique et Amérique et la colonisation de l'ensemble des Amériques. Donc il n'y a nulle part en fait dans le monde à la même époque une coïncidence entre colonisation, formation d'empire et traite massive d'esclaves, et donc développement dans ces sociétés coloniales de sociétés esclavagistes également. Et c'est une configuration vraiment très particulière qui explique beaucoup en fait de ce qui se joue au cours de la période. Et la question de la race, c'est ce qui se rajoute et surimpose à cette association entre impérialisme, colonialisme, traite des esclaves et esclavagisme. Sachant que tous les systèmes esclavagistes reposent toujours sur des formes d'infériorisation, d'altérisation des esclaves. Mais en général, il s'agit d'une opposition entre barbarie et civilisation, la religion, l'ethnicité, mais pas forcément la race. Et en effet, il y a des débats extrêmement virulents parmi les historiens pour savoir si la race a été... si on l'associe uniquement à l'esclavage ou à d'autres phénomènes comme les croisades, l'expansion coloniale, par rapport à l'esclavage, si ça concerne uniquement donc les Européens et les mondes atlantiques de la période moderne, ou les mondes gréco-romains anciens, les mondes arabo-musulmans dès l'époque médiévale ou autres. Et puis, dans le cadre de l'historiographie américaniste, il y a eu pendant très longtemps, depuis les années 50, un long débat sur les rapports entre esclavage et racisme, du type Poule-œuf. Est-ce que l'esclavage est à l'origine du racisme ou le racisme à l'origine de l'esclavage? Donc, le racisme comme cause ou conséquence de l'esclavage. Ce que j'essaye de montrer dans l'article sur l'ordre de la race, c'est de déplacer complètement cette question en ne pensant pas le racisme uniquement comme le racisme doctrinaire, comme le racisme comme théorie philosophique, scientifique autour de la notion de race qui englobe l'ensemble de l'humanité et la divise en races, la notion de race étant définie comme la croyance dans la transmission par les fluides du corps de caractères moraux et sociaux qui se transmettent de génération en génération. Et donc l'idée c'est de dépasser en fait ce débat qui a longtemps dominé dans l'historiographie américaniste et en le déplaçant aussi de répondre justement aux controverses sur le moment d'apparition de la notion de race et son association ou non avec l'esclavage, et de penser plutôt le fait que des sociétés, donc de penser non pas le racisme, mais les phénomènes de racialisation, donc la manière dont la notion de race peut informer les rapports sociaux, alors même qu'il n'existe pas justement de théorie raciale systématique développée. Et c'est vraiment important parce que ça permet de penser ce qui se passe justement précisément avant la seconde moitié du XVIIIe siècle, où dans le cadre des Lumières se développent ces théories raciales donc dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, mais aussi nos sociétés actuelles, où à l'heure actuelle ces théories raciales sont complètement invalidées, et pourtant on a des sociétés qui continuent à être racialisées, où la race continue à opérer et à informer les rapports sociaux. Donc il y a un vrai enjeu aussi, même pour penser nos sociétés contemporaines, après l'invalidation des théories raciales. Et ce que j'essaye de montrer, en fait, je m'appuie sur des travaux, je ne suis pas moi spécialiste de l'époque médiévale ni de la péninsule ibérique, mais ce que j'essaye de montrer a été aussi transformé, parce que longtemps le débat sur les rapports entre esclavage et racisme était vu uniquement à partir des mondes anglophones, des colonies britanniques et ensuite des États-Unis.
Et le développement des études atlantiques et la comparaison justement sur l'ensemble des Amériques a permis de mieux prendre en compte l'antécédence des Ibériques dans l'expansion européenne et notamment au sein des mondes atlantiques et dans la colonisation des Amériques. Enfin, d'abord de l'Afrique et de l'Asie et puis ensuite des Amériques, et de montrer justement qu'il se joue quelque chose au XVe siècle avec l'apparition de la notion de race dans la péninsule ibérique, non pas en relation avec la traite et l'esclavage, mais avec le traitement des juifs convertis au catholicisme et des musulmans convertis au catholicisme, où il y a, au cours du XVe siècle, jusqu'à l'expulsion des Juifs d'Espagne, un siècle de discrimination, pogrom, exclusion, et puis ensuite expulsion à la fin du siècle, et qui provoque des vagues de conversion au christianisme, et en retour d'une suspicion à l'encontre de ces convertis, et le développement de cette théorie de la limpieza de sangre, de la pureté de sang, où pour la première fois, on soupçonne les convertis de ne pas être de véritables catholiques, leur soi-disant sang juif, persistant en quelque sorte, continuant la lignée juive est considérée comme une race défectueuse, leurs défauts se transmettant par le sang de génération en génération et empêchant en quelque sorte le baptême de faire effet, et donc permettant de remettre en cause leur conversion. Donc c'est vrai, la notion de race, elle est là. C'est-à-dire cette idée que le baptême n'est pas suffisant pour convertir en raison de traits qui subsisteraient par la transmission à travers le sang, c'est vraiment la définition première en fait de la notion de race. Donc la notion de race, elle peut exister, elle peut avoir des effets dévastateurs, avec des violences, des discriminations considérables, sans qu'il y ait de théorie raciale systématique et sans que l'idée de race ait encore été appliquée à l'ensemble de l'humanité et l'humanité divisée en différentes races de manière systématique, comme ça va être fait à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et ce moment il est très important parce que ça coïncide avec des transformations sur de la traite et de l'esclavage tel qu'il existe en Méditerranée. L'esclavage n'existe plus depuis longtemps en Europe du Nord-Ouest, en revanche a subsisté en Méditerranée et connaît des transformations importantes à cause de l'expansion autonome, le début de l'expansion portugaise et le début d'une traite d'esclaves d'Afrique subsaharienne. Et donc les esclaves originaires d'Afrique subsaharienne vont prendre une importance croissante dans la péninsule et de plus en plus, esclavage et couleur vont être associés au XVe siècle, à tel point que les termes d'esclaves et de nègres deviennent synonymes dès la fin du XVe siècle dans la péninsule. Et puis j'essaye de montrer comment progressivement l'expansion de la traite, la formation des empires, la colonisation des Amériques s'accompagne d'un certain nombre de débats à chaque fois sur qui on peut réduire en esclavage et comment on justifie cette réduction en esclavage de telle ou telle population, et comment en fait ça conduit à remettre en cause la manière traditionnelle dont les Européens justifiaient l'esclavage en relation avec la guerre et le fait religieux, pour justifier l'esclavage marchandise, l'impossibilité d'être racheté, d'être condamné à vie et à transmettre héréditairement ce statut d'esclave à travers l'esclavage marchandise. Mais du coup, ce que j'essaie de montrer, c'est que cette histoire de la racialisation, c'est pas d'abord une histoire des idées, c'est d'abord une histoire des pratiques sociales, de la manière dont on traite les gens et dont on justifie ce qu'on leur fait. Comment on justifie que, même si on ne peut pas savoir si les esclaves ont été pris en juste guerre, ce qui normalement il faut vérifier pour savoir si un esclave a légitimement été réduit en esclavage, à partir du moment où on accepte d'abandonner la vérification des titres de juste guerre parce qu'on ne sait pas comment les esclaves ont été réduits par les souverains, les marchands africains et qu'on se contente de les acheter, et ben on accepte de traiter différemment certaines populations. Et c'est de cette sorte-là, de ce débat en débat, la question de la justification de la traite transatlantique, la question du métissage et du statut des enfants, des maîtres et des esclaves, etc. Et
auquel l'esclavage amérindien, à chaque débat est répondu, en fait on répond en défaveur des esclaves d'Afrique subsaharienne, qui deviennent, au sein des mondes atlantiques, les populations par excellence qui ont vocation, soi-disant, à être esclaves. Donc c'est une histoire sociopolitique en fait du racisme qui montre, donc encore une fois, je le répète, que c'est d'abord ce qu'on a fait aux esclaves d'Afrique subsaharienne qui explique le développement d'un esclavage racial, c'est-à-dire de l'impossibilité de séparer l'esclavage tel qu'il s'est développé dans le système atlantique d'esclavage de la question de la race. Et que c'est dans un second temps seulement, quand l'abolitionnisme s'est développé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, à cause précisément de la massification de la traite et de l'esclavage, qu'il a fallu répondre et que les théories raciales sont aussi une réponse, une manière de défendre le système esclavagiste. Mais la théorie raciale n'est pas la cause du racisme, elle est une conséquence en quelque sorte d'une racialisation qui s'était déjà produite progressivement tout au long de la période moderne. Donc merci Cécile Vidal. On peut évoquer donc le dernier axe de réflexion à l'intérieur de cette troisième partie sur les transformations, à travers Polismart notamment le texte, l'épilogue, le fameux épilogue donc, de Leonora Miano, qui envisage notamment ce qu'on appelle les politiques mémorielles. Alors elle envisage d'un côté donc des dangers qui toucherait donc ces politiques mémorielles dans l'Afrique subsaharienne. On a l'érosion côtière, les faiblesses du tourisme mémoriel, ou encore le déni de certaines populations à l'intérieur des pays africains de l'Afrique subsaharienne. Et elle s'interroge sur les solutions attachées donc à une politique de la mémoire de l'esclavage, à la fois sur le continent africain, et en particulier en Afrique subsaharienne, et par ailleurs dans le reste du monde, notamment en Europe. Et juste, je cite un exemple absolument extraordinaire qu'elle donne dans son texte, qui est l'exemple de la maison des esclaves près de Lomé au Togo, qui a été créée par un chef afro-brésilien, donc de descendance donc d'esclaves, bien sûr d'esclaves qui a été mis en esclavage au Brésil, devenu la propriété de ses descendants, donc près de Lomé. Et cet exemple pourrait être explicité pour éclairer donc la complexité en fait que Leonora Miano nomme le devoir subsaharien, je cite Leonora Miano, à l'égard des histoires de l'esclavage. Elle considère que les hommes politiques des pays, des sociétés africaines de la zone subsaharienne ont un véritable devoir subsaharien pour réfléchir de manière constructive à des politiques de mémoire aujourd'hui. Est-ce que vous voulez donc revenir sur les petites mémorielles? C'est pas à ce moment-là que je lis l'extrait, tout à fait, parce que ça va... Non. Oui, ça me paraît... Donc c'est la toute fin du texte de cet épilogue, et il faut... Donc Jacques va lire un extrait, donc... il faut aussi remercier les historiens de ce collectif d'avoir donné la parole à une importante écrivaine d'origine africaine. À 30 km de Lomé, entre le lac Togo et l'océan Atlantique, se trouve la localité d'Agbodrafo, dont le nom portugais était Porto Seguro. Là, les touristes sont invités à visiter la maison des esclaves, connue localement sous le nom de Wood Home. Le mot home, parfois présenté comme une déformation de l'anglais home, signifie maison en langue éoé également, et rappelle que le lieu fut habité. Ce fut en effet la demeure d'un trafiquant d'humains anglais, un certain Wood, dont le prénom est inconnu de la narration élaborée par les guides. Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'habitation modeste en apparence fut construite selon le style dit afro-brésilien par le chef Asiakole du clan Adjibo. Le récit, criblé de silence, n'indique pas les raisons pour lesquelles le chef et les siens furent chassés d'Aneo, autre localité de la côte atlantique. Était-ce parce que Asiakole entendait poursuivre le trafic humain déjà interdit à l'époque, en 1835. Quoi qu'il en soit, la maison est là, petite, délabrée, avec une cave haute de 1,50 m sur laquelle repose la bâtisse. C'est dans ce soubassement qu'étaient entassés les captifs, tandis que les commerçants européens habitaient la partie supérieure. Wood Home vit passer plusieurs milliers d'infortunés originaires des actuels Ghana, Togo, Bénin, Burkina Faso, Niger et Nigeria. Ce ne fut donc pas un bâtiment d'importance négligeable. Le lieu reste la propriété des descendants du chef Asiakole, qui y avait logé ses associés européens. Pourtant,
les habitants de la commune, jugeant l'endroit déshonorant, tentèrent longtemps d'en dissimuler l'existence une fois le trafic humain terminé. Agbo-Drafo est aujourd'hui une des communes togolaises les plus menacées par l'érosion côtière. Depuis la nationale 2 qui y mène, la clameur de l'océan, son souffle sont perceptibles. Le lac Togo, qui sépare Agbo-Drafo de Togoville, n'est pas loin. L'océan a déjà englouti des maisons, des routes. L'activité agricole en a souffert, et pendant un temps, les populations traumatisées ont cessé d'entretenir leur demeure. Depuis, des blocs de béton ont été placés sur une longueur de 7 km, de façon à retarder l'avancée des eaux. La Banque mondiale a prévu une enveloppe d'un peu plus de 200 millions de dollars à l'intention des 6 pays de la côte ouest africaine touchés par ce phénomène. Bénin, Côte d'Ivoire, Mauritanie, São Tomé et Principe, Sénégal, Togo. D'autres pays étant concernés, le programme devrait se poursuivre. Il s'agit de renforcer la résilience des populations face au drame, mais la valeur historique de tous ces sites n'est pas évoquée. L'histoire de l'Atlantique subsaharien risque donc de s'effacer avant d'avoir été explorée, comprise. Sans ces traces physiques du passé, la parole déjà difficile à recueillir en raison de la perception accablante que l'on a de l'histoire s'évanouira aussi. La solidarité avec les descendants des déportés ne sera que de façade. Les raisons de rechercher ensemble une voie saine pour aborder l'avenir s'étant en grande partie perdues. Et parce qu'elle n'aura pas pleinement réinvesti ce pan tragique de son histoire pour en communiquer au monde les complexités, l'Afrique subsaharienne pourrait ne pas reconquérir la place qui lui revient. L'esclavage a disséminé les subsahariens à travers la planète, faisant pénétrer l'Afrique dans la chair d'un grand nombre de peuples. Il lui appartient maintenant de déterminer la manière dont elle se donnera au monde qui vient. Merci. Paulin Ismar, est-ce que vous voulez... Alors, c'est une parole forte, hein, donc c'est de Léonard Amiano. Est-ce que vous voulez commenter avec le regard d'historien donc, ce texte de Léonard Amiano qui insiste sur les dangers, en fait, sur les dangers qui menacent une politique mémorielle, y compris sur le continent africain. Il y a l'érosion côtière d'un côté, qui risque de faire disparaître donc, les lieux de mémoire eux-mêmes. On a également les faiblesses du tourisme mémoriel, tel qu'il est organisé par certains dirigeants africains, et puis même le déni de certaines populations, d'accord, qui est le produit de l'histoire, à l'égard du fait esclavagiste. Oui, absolument. Oui, c'est aussi ce que je me disais. Le texte est très fort. Ouais. On peut terminer là-dessus sur le texte de Léonard. Oui. Mais par contre, il y a quelque chose sur lequel elle insiste aussi dans ce texte, et puis dans les interventions publiques qu'elle peut faire et qui résonnent notamment avec le livre, c'est que, et en particulier dans la troisième partie du livre, en particulier dans la troisième partie du livre, notre idée c'était d'écrire une histoire, une autre histoire du monde à la lumière de l'esclavage. Et c'est quand même l'enjeu le plus important de toute façon pour nous. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement écrire une histoire des esclaves ou de l'institution esclavagiste, c'est de montrer à chaque fois à quel point l'esclavage a pu façonner l'histoire de nos sociétés et de nos mondes. De la façon, donc il s'agit d'éclairer de façon autrement l'histoire du monde à la lumière de l'esclavage. Et dans cette troisième partie, en décalant aussi, parce que le texte de Léonard Amiano a aussi cette dimension-là, mais on a essayé aussi de le faire d'un point de vue proprement historique, en décalant les scansions ou les lieux attendus de cette histoire du monde. Je prends juste un exemple, mais pour nous il est important, parce que je crois que c'est un article important du livre, c'est l'article sur l'abolition dans la troisième partie, qui a été écrit par Benedetta Rossi, qui est africaniste. Et rien que le fait que ce soit une africaniste qui prenne en charge l'article sur l'abolition dans une perspective mondiale, ça produit un effet, parce qu'on sort totalement d'une histoire de l'abolition qui serait totalement eurocentrée. Si on la regarde depuis l'Afrique, ben c'est une autre histoire. D'un point de vue chronologique, ça n'a pas lieu exactement au même moment, et ça se passe pas tout à fait comme on a tendance à le raconter. Et peut-être qu'il y a eu d'autres traditions abolitionnistes que celles qui seraient proprement européennes.
peut-être que tout ne se passe pas au milieu du 19e siècle ou au début du 19e siècle. En Asie, par exemple. En réalité, il y a beaucoup de choses qui se passent à la fin du 20e siècle, à la fin du 19e siècle, et de façon extrêmement complexe dans les sociétés africaines. Donc voilà. Alors, l'idée, c'est vraiment à chaque fois de se ressaisir de tout ça, de réinterpréter les grandes scansions du monde à partir de la question de l'esclavage. Et alors, du coup, quelque chose sur lequel Léonora insiste dans cet épilogue, et puis elle l'a dit à plusieurs reprises, et parfois c'est mal compris, c'est l'idée selon laquelle nous devrions tous nous considérer comme descendants d'esclaves. Elle ne dit pas descendants d'esclavagistes. Et quand elle dit « nous devrions tous nous considérer comme descendants d'esclaves », c'est en tant qu'Africains, Caribéens ou Français, Européens. Ce qu'elle veut dire, je crois, et si le livre peut y contribuer, ce serait formidable, c'est que il y a cette histoire et cette mémoire des esclaves qui, pendant longtemps, a été considérée comme une mémoire minoritaire, ou en tout cas qui n'appartenait pas à la grande histoire, au récit national, et qui doit maintenant être aussi la nôtre. C'est-à-dire que nous prenions en charge, d'une façon collectivement, ce nous, il est un peu indéfini, cette très longue histoire et ces mémoires-là. Je crois que c'est ça aussi la façon qui est en jeu. Et bon, et toute la fin du livre parle évidemment de l'esclavage contemporain, mais aussi de la question de la mémoire, ou des mémoires, plutôt si on l'envisage à l'échelle mondiale, ou de la question des réparations. Merci beaucoup. Donc Cécile Vidal et Paulin Ismar. On pourrait passer à des questions, ça serait très bien. Questions ou remarques? Est-ce que vous pensez que c'est uniquement qu'il n'y avait que de l'esclavage? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Ah oui. Ah non, je pense pas du tout. Je pense que la dette, enfin, quand on dit esclavage pour dette, c'est-à-dire des formes de dépendance liées à la dette, ont pu nourrir et contribuer au développement enfin en tout cas s'articuler étroitement au développement de la traite transatlantique. Mais c'est évidemment pas la seule forme de dépendance qui existait en Afrique. Et après, on touche quand même une énorme question, je crois, très très difficile, très compliquée, qui est quand même celle de vouloir identifier des formes d'esclavage qui existent dans les sociétés africaines, indépendamment de l'existence par ailleurs des traites, c'est-à-dire de la traite transatlantique, mais aussi de la traite transsaharienne ou d'autres types de traites. Ce que je veux dire par là, c'est que les informations, les sources sur lesquelles on peut travailler, il me semble, hein, pour écrire l'histoire des sociétés africaines à partir disons, du 15e, 16e, 17e siècle, sont dans leur immense majorité contemporaines du développement de ces traites-là. Donc la question est toujours de savoir ce que ces traites-là ont fait au régime de dépendance, aux structures de dépendance qui existaient dans les sociétés africaines. C'est-à-dire qu'il est difficile aussi d'imaginer, il faut pas, je pense pas, c'est très difficile de documenter ce qui serait un état de l'Afrique, des sociétés africaines, indépendamment de leur insertion dans ces circuits de traite, qui soient atlantiques ou à destination de la Méditerranée. Donc on imagine très bien qu'il y a des captifs, il y a différentes formes de dépendance pour dette, mais elles sont déjà toujours transformées, elles évoluent, et elles sont transformées par l'existence même des traites dont ces sociétés sont les victimes. Oui, ce qui est quand même important, c'est d'avoir le courage de dire que ce n'est pas l'esclavage transatlantique qui est là. Enfin, qui est seul coupable. Et qu'il y avait de l'esclavage, il y avait des esclaves en Afrique noire. Bien sûr. Non, mais il y avait des formes de. Oui, il y avait
Bien sûr, bien sûr. Alors, il y avait des formes de dépendance, bien sûr, multiples, et il y avait très certainement de l'esclavage, mais encore une fois, qui est pas si facile que ça à documenter, quand même. Non, mais c'est pas du tout que l'esclavage existe en Afrique avant la traite transatlantique. Oui, bien sûr. La question, c'est selon quelle modalité, sous quelle forme, avec quelle intensité. Jusqu'à aller enterrer des esclaves vivants avec le roi. C'était quand même. Alors, ça dépend de quelle époque on parle. Il y a toute la question de la chronologie et cette question justement des morts d'accompagnement, c'est propre à de très nombreuses en fait sociétés esclavagistes à travers le monde. C'est pas propre aux sociétés africaines. Et d'autre part, c'est une des modalités de l'esclavage. Mais moi, c'est très compliqué je ne jugerai pas de la dureté des systèmes esclavagistes par la manière dont on traite les esclaves, que ce soit l'exploitation par le travail au point de les faire mourir ou en les mettant à mort dans des rituels de sacrifice. De toute façon, voilà, l'esclavage a un rapport à avoir la mort, mais pour autant, je trouve pas que c'est intéressant de comprendre l'esclavage sous l'égide de la question d'esclavage plus ou moins dur en fonction de ce qu'on fait aux esclaves. Donc pour moi, c'est pas que l'esclavage existe, oui, et ce qui prennent des modalités diverses et variées, oui, mais pas forcément traitant. Non mais oui, non, mais on est d'accord, on n'a pas de problème. Mais qu'ensuite il y a vraiment des débats extrêmement vifs entre les historiens sur la manière dont sur les rapports entre les traites et notamment les traites externes et en association avec les traites internes et l'intensité des systèmes esclavagistes au sein des sociétés africaines. Et en plus, la réponse n'est pas simple, c'est-à-dire que ça dépend des endroits aussi. Il y a la traite transatlantique, elle prend place sur un très long, enfin, je veux dire, sur toute une grande partie de la côte de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Et il y a des sociétés où l'esclavage était déjà très important, il y en a d'autres où il n'était pas, il est devenu plus important à cause de la traite. Donc en fait, c'est une réponse très difficile de comprendre les rapports entre traite et esclavage, la manière dont l'esclavage africain a joué un rôle dans le développement de la traite transatlantique et inversement ce qu'a fait la traite transatlantique à l'intensification en fait des pratiques esclavagistes en Afrique. Et à l'heure actuelle, on a plutôt tendance à montrer qu'il y a eu une intensification suite au développement de la traite, mais aussi de l'interdiction paradoxalement de la traite transatlantique, où justement le 19e siècle est un grand moment d'expansion des traites internes à l'Afrique et des autres traites, je veux dire, d'essor de la traite transsaharienne et d'essor de la traite dans l'océan Indien, suite à l'interdiction de la traite transatlantique. Refuser de voir l'histoire telle qu'elle est finalement. Je peux commencer à répondre. Oui. Je répondrai à la première, en partie à la première question, mais une grande différence à l'heure actuelle, tout de même, c'est l'interdiction de l'esclavage partout dans le monde. Nulle part, en fait, dans aucun pays, l'esclavage n'est légal. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais il existe dans l'illégalité et ça a des impacts sur la manière dont on peut pratiquer l'esclavage quand un phénomène est illégal. Et sur les moyens que ça donne aussi pour lutter contre justement... Donc ça, je pense que c'est quand même un tournant et de fait, nous, le gros du livre porte quand même sur l'esclavage avant justement cette interdiction de l'esclavage dans l'ensemble du monde, même si on parle de l'esclavage contemporain, mais on a du mal en fait à penser la particularité de nos sociétés actuelles où l'esclavage continue à exister malgré son interdiction, soit des formes, des héritages de formes anciennes ou de nouvelles formes d'esclavage. Sachant aussi que ce qu'on considère comme l'esclavage a évolué
que dorénavant, par exemple, parce qu'on considère que les enfants ne peuvent jamais consentir librement, on considère comme le travail des enfants comme une forme d'esclavage, ce qui n'était pas le cas au 19e, par exemple. Donc il y a aussi une évolution dans notre définition et un débat à la fois politique, juridique, autour de la définition de ce qu'est l'esclavage moderne. Mais ça ne veut pas dire en effet que l'esclavage n'existe pas et évidemment la globalisation de l'économie joue un rôle crucial dans le maintien de formes d'exploitation au travail qui peuvent aller jusqu'à prendre la forme de l'esclavage ou du travail forcé qui n'est pas plus acceptable que l'esclavage. Donc il y a évidemment en effet, mais pour autant c'est difficile de parler de société esclavagiste, de société... voilà, on est peut-être... Le monde entier est une société à esclaves d'une certaine façon à l'heure actuelle, mais dans un sens complètement différent que précédemment. Et l'autre chose que je rajouterais, c'est que dans un des premiers à penser le comparatisme, Marc Bloch mettait en opposition le comparatisme de sociétés sans relation les unes avec les autres, donc espacées dans le temps et dans l'espace, ou au contraire le comparatisme entre des sociétés connectées les unes avec les autres. Et une des choses que j'ai apprises, ça m'a fait beaucoup réfléchir en fait la confrontation entre société à esclaves et société esclavagiste. Et les mondes atlantiques, on peut les voir très différemment quand on pense que en fait, les empires atlantiques étaient des réunions de sociétés à esclaves et de sociétés esclavagistes. Que par exemple, les sociétés esclavagistes étaient les sociétés du sud de l'Amérique du Nord, de la Caraïbe, du Brésil, mais qu'on trouvait des sociétés à esclaves en Nouvelle-Angleterre, en Nouvelle-France, dans ce qu'on appelle les colonies du milieu, en Pennsylvanie, à New York, dans une grande partie de l'Amérique espagnole, et aussi que les métropoles européennes, l'Angleterre, la France, la péninsule ibérique, sont aussi des sociétés à esclaves. Mais la particularité, c'est que ces sociétés à esclaves sont connectées à des sociétés esclavagistes, et que l'esclavage joue un rôle différemment d'un point de vue démographique, économique, socio-culturel, d'un coin à l'autre de ces empires, mais que l'esclavage conditionne l'ensemble du fonctionnement de ces empires qui ne sont pas seulement des empires coloniaux, mais des empires esclavagistes. Et sont cruciaux en fait pour comprendre ce qui se joue politiquement, socialement, culturellement, économiquement au sein de ces empires, et qu'on pense du coup différemment les relations, enfin la différence entre société à esclaves et société esclavagiste, quand on pense aussi aux connexions entre les deux. Non, moi je n'ai pas grand-chose à ajouter. Dans la notion de société esclavagiste, il y a aussi souvent quand même l'idée que l'esclavage imprègne l'imaginaire social. L'imaginaire des sociétés dans ces différentes dimensions. Bon, et de ce point de vue-là, on est dans une économie très certainement qui a recours au travail d'individus qu'on peut qualifier d'esclaves. Alors, mais parler de société esclavagiste, parce que là vous parlez dans ce cas-là d'une société dont les frontières sont la planète dans son ensemble. Mais est-ce que c'est encore une société dans ce cas-là? Enfin, je ne sais pas. En tout cas, quand vous parlez des Ouïghours, ça soulève une grande question. Est-ce qu'on peut les qualifier d'esclaves? On essaie un tout petit peu à un moment dans le livre de réfléchir à ces configurations, en fait, plus largement l'expérience du travail forcé en contexte concentrationnaire, à partir d'une forme d'esclavage bien particulier qui a une très très longue histoire, qu'est l'esclavage pénal. C'est-à-dire pas à partir de la catégorie générale de l'esclavage, mais à partir de l'esclavage pénal, qui en fait a une histoire qui remonte au moins au droit romain. Et je pense que c'est une façon singulière, mais à mon avis qui peut être pertinente d'aborder la question de la qualification sous les termes d'esclavage ou pas. Alors pour répondre à votre deuxième question, je peux seulement vous dire, on fait avec les armes dont on dispose. Alors, on est historien, et effectivement, je pense que quand même pour sortir d'une grande part des débats qui existent dans l'espace public, qui sont souvent
délétère et puis d'une pauvreté incroyable sur la question, notre premier travail, c'est d'offrir des connaissances, d'offrir de l'information, de la connaissance et de la réflexion. Et oui, en espérant qu'elle a un pouvoir d'émancipation. Alors effectivement, la difficulté que vous pointez, mais je la comprends tout à fait, c'est que l'ignorance, c'est pas seulement, ça peut être une volonté de ne pas savoir. Bon, et là, on se heurte à quelque chose de difficile, effectivement. Et on voit bien que dans une partie des débats aujourd'hui qui traversent le pays sur la question de l'esclavage, on parle trop de l'esclavage transatlantique, et si on parlait plutôt de la traite arabo-musulmane dont censément on ne parle jamais, ce qui n'est pas vrai, et par exemple dans notre livre on ne cesse d'en parler en fait. Bon, il y a cette forme parfois de volonté d'ignorance, mais on fait comme on peut. Alors, à l'heure actuelle, dans l'ensemble des sociétés européennes, il y a une restriction drastique des droits de migration. La mobilité, c'est un des droits reconnus par la Déclaration des droits universels. Et de fait, il y a des politiques anti-migratoires de plus en plus sévères, dures, qui restreignent en fait ce droit à la mobilité. Et ces restrictions favorisent le maintien dans la clandestinité de migrants qui sont en effet des... Alors, c'est pas en soi, l'esclavage n'est pas en soi-même le fait d'être sans papier, mais cette situation d'être sans papier vous prive de droits et la possibilité surtout d'exercer vos droits et d'être protégé par la police et par la justice, et du coup vous mettre dans une position de vulnérabilité qui vous rend vulnérable à des formes d'exploitation qui peuvent aller jusqu'au travail forcé et à l'esclavage. Donc pour moi, les restrictions sur les migrations ne sont pas en elles-mêmes des formes d'esclavage, mais peuvent conduire, par le maintien dans la clandestinité et la privation de l'exercice des droits, à des formes de travail forcé et d'esclavage. Et c'est évident, à l'heure actuelle, il y a eu récemment, par exemple, un rapport conjoint d'une association qui milite autour de la question climatique et une très ancienne association abolitionniste, l'Anti-Slavery Society, fondée au début du 19e en Grande-Bretagne, qui ont fait un rapport conjoint pour expliquer comment les migrations considérables qui vont forcément se produire en conséquence des crises climatiques vont soumettre potentiellement des tas de gens au travail forcé et à l'esclavage, en fait, parce que ça met dans des situations de vulnérabilité des millions de personnes. Voilà, et donc ça, c'est sûr qu'il y a un tournant anti-migratoire très très fort, à tel point que même le droit d'asile est à l'heure actuelle remis en cause au sein de l'Union européenne et dans chaque pays de l'Union européenne, mais voilà, c'est à dissocier. Et puis des politiques anti-migratoires, ça existe aussi en Afrique. La situation des migrants d'Afrique subsaharienne en Afrique du Sud, c'est pas non plus très facile non plus. Donc c'est pas non plus propre à l'Europe. Malheureusement, ces politiques anti-migratoires, elles sont partagées par une grande partie des pays du Nord, mais pas seulement à l'heure actuelle. Et après, je pense qu'il faut distinguer l'histoire longue de l'esclavage et la manière dont ça a modelé les rapports entre l'Europe et l'Afrique, et de l'histoire de la colonisation. Les deux vont ensemble, mais les deux sont aussi à dissocier. Et dans ce que vous disiez à propos de la question des politiques monétaires et du franc CFA, c'est plutôt les héritages de la colonisation
la situation post-coloniale de l'Afrique actuelle ou le néocolonialisme qui explique en fait ce que vous dites, mais ça ne relève pas forcément de l'esclavage. Nous, on se garde bien en fait d'utiliser le mot esclavage comme une métaphore de toute forme de domination et d'exploitation extrême. C'est-à-dire qu'il y a malheureusement, l'humanité a inventé mille et une façons de dominer et d'exploiter. L'esclavage en est une, c'est pas la seule. Et justement, pour nous, la voie de l'émancipation, c'est de comprendre précisément la spécificité de chaque forme de domination et d'exploitation. De faire un travail d'intelligibilité, parce que pour aller à l'encontre d'une forme de domination, il faut la comprendre. Et donc ne pas tout mélanger, et donc bien distinguer ce qui relève de l'esclavage proprement dit et ce qui relève de la colonisation et des liens éventuels entre les deux. Voilà, mais l'esclavage a été une forme d'exploitation que le reste du monde a imposée à l'Afrique, mais ce n'est pas la seule, et la colonisation en est une autre en quelque sorte. Oui. Alors, on passe de l'Afrique et voilà, et on passe à l'Europe et à la Méditerranée. Peut-être Paulin peut prendre le relais. Voilà. Là, c'est le deuxième carte. C'est que des situations donc européennes. Vous voyez, il y a cet article sur les Vikings, sur la traite viking, sur des situations en fait très françaises aussi sur le territoire français, Arles, Paris. L'Alsace du Nord, qui est un article, je trouve, assez exceptionnel sur la question du passage de l'esclavage au servage et tous les problèmes en fait, théoriques même que ça pose. Évidemment, pas mal de situations liées à la Méditerranée antique et moderne. Enfin bon, voilà, je ne vais pas vous les présenter un peu. Est-ce que Tanguy, tu voulais un focus sur une zone géographique particulière? Justement, l'Asie. Très content qu'on a parlé de la Chine, on a Oui. parlé d'autres choses Oui. qui vont donner une vision beaucoup plus large. L'Asie peut-être? Et donc, Oui, l'Asie. je voulais jeter un œil sur les autres. Allons en Asie. Oui, l'Asie. Allons en Asie, ouais. Voilà. On voyage, voilà. Donc voilà. l'Asie. Alors j'essaye de. Voilà. Okay. Voilà, l'Asie, vous voyez par exemple, sur la Chine, elle est saisie par 3 articles à 3 moments différents. La Chine ancienne, donc territoire restreint qui va de Pékin à Shanghai. Un article très intéressant sur l'abolition de l'esclavage en Chine en 1910. Et là aussi, c'est une autre abolition, c'est un autre processus abolitionniste. Et ce décalage chinois est vraiment intéressant. Et puis, un article sur la Chine du XVIIe siècle. L'Inde ancienne, toute la question de l'esclavage en Russie et donc d'un statut particulier, celui des Rolopies en Russie, et la façon dont ça s'articule avec la question du servage à l'époque moderne, au XVIe, XVIIe siècle, et puis si on descend plus bas, l'Indonésie du XVIe siècle, le sultanat de Malacca, la traite hollandaise dans le sud de l'Inde et jusqu'à Batavia. Enfin, voilà, vous avez les titres qui s'affichent. C'est par exemple un débat assez vivant chez les spécialistes des sociétés amérindiennes. C'est-à-dire qui sont des sociétés qui connaissent de très nombreux captifs. Nombre de ces sociétés amérindiennes connaissent l'esclavage, ou même certaines d'entre elles sont esclavagistes, mais les captifs peuvent avoir différents statuts dans ces sociétés. Et certaines de ces sociétés semblent tellement égalitaires que quand elles font des captifs, soit elles les détruisent, c'est-à-dire qu'elles les tuent, soit elles les intègrent, alors soit immédiatement, mais le plus souvent sur plusieurs générations, à l'intérieur de la société, au sens où, donc de toute façon, c'est des sociétés dont on pourrait dire c'est des sociétés contre l'esclavage, au sens où elles ne peuvent pas imaginer que la société se hiérarchise en 2 groupes suffisamment distincts pour qu'il y ait une communauté et des esclaves. Mais c'est certaines de ces sociétés amérindiennes, nombre de sociétés amérindiennes, et on en parle pas mal dans le livre. Il y a un article
très impressionnant de David Jabin, qui est un jeune anthropologue qui a travaillé sur les Yuki, qui est un peuple amérindien aujourd'hui en Bolivie, en Amazonie, et qui montre bien à quel point voilà, des sociétés de petite dimension qu'on pourrait, disons, faire entrer dans le modèle, sous le modèle très très général des sociétés de la capture, qui sont des sociétés esclavagistes. Mais il y a toute une discussion comme ça chez les spécialistes des sociétés amérindiennes. Un autre exemple, ça serait en Sénégambie, qu'on a tendance à voir comme un tout. Il y a en fait, à l'époque de la traite transatlantique justement, mais avant la colonisation, la Sénégambie en fait est partagée entre des sociétés très hiérarchisées, inégalitaires, et des sociétés bien plus égalitaires justement, où l'esclavage n'est pas du tout au centre et ne constitue pas une institution importante comme dans les autres sociétés hiérarchisées et plus inégalitaires en fait. Donc dans une même région, on peut avoir des micro-sociétés qui suivent des logiques complètement différentes justement, et qui vont être victimes justement des guerres et des pratiques de kidnapping pour faire la traite, mais essayer de s'en défendre absolument par ailleurs et résister en fait contre l'expansion des fronts esclavagistes. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venus finalement nombreux. Bonne soirée.